La métro, c'est 49 communes et des missions. Développement économique et innovation, habitat, déplacement, environnement, politique de la ville, vie quotidienne, la collecte et le tri des déchets, l'assainissement, les lignes de tram, les pistes cyclables, les parkings relais, le stade des Alpes, la patinoire reçue, 6 grands espaces naturels. Hop. Et si on essayait plutôt de comprendre en commençant par le commencement? Au commencement, on peut imaginer que les premiers territoires délimités par les premiers humains devaient circonscrire les zones de chasse de leurs habitants. On peut aussi penser que leur découpage faisait l'objet d'âpres négociations entre les tribus qui en revendiquaient la jouissance. Fort heureusement, les administrations humaines ont peu à peu résolu ces problèmes de voisinage en imaginant de judicieuses partitions où chacun pourrait trouver sa place. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le continent européen est constitué d'un certain nombre de pays, dont la France. La France est elle-même subdivisée en régions et en départements, parmi lesquels on trouve l'Isère. Et au cœur du département, 2 rivières, le Drac et l'Isère. 3 massifs montagneux, le Beldon, la Chartreuse et le Vercors. Et à la confluence des 2 rivières, le fameux synchrotron. Nous sommes sur le territoire de la métro. Quand, au lendemain de la Révolution, furent établis les premiers tracés des départements français, les points les plus éloignés du chef-lieu ne devaient pas être à plus d'1 journée de cheval. C'est donc en évaluant le temps nécessaire à leur traversée que furent dessinés nos départements. C'était il y a plus de 2 siècles. De nos jours, si la géographie reste ce qu'elle a toujours été, les nouveaux moyens de transport ont pour ainsi dire transformé le temps et raccourci les distances. Aujourd'hui, avec l'avion, un Isérois est non plus à 1 journée, mais à 1 heure de Paris, de Berlin ou de Barcelone. Avec le train ou la voiture, à 1 heure de Lyon, d'Annecy ou de Valence. À vélo, en 1 heure, il traverse l'agglomération. Et à pied, sa commune. Sans parler des nouvelles technologies de la communication qu'il expédie virtuellement mais instantanément aux confins de la planète. C'est bien ce nouveau rapport au temps et aux distances qui a peu à peu imposé la création de nouveaux périmètres plus adaptés à la réalité des déplacements et des activités de ceux qui les occupent. À l'échelle locale, c'est l'intercommunalité qui s'est développée autour de nouveaux bassins de vie qui se sont dessinés d'eux-mêmes au fur et à mesure que leur population augmentait. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, Grenoble n'est encore qu'un gros bourg et ses communes satellites, Échirolles, Mélan, Fontaine, Saint-Martin-d'Hères, pour ne citer qu'elles, des villages essentiellement agricoles disséminés dans la campagne environnante. Chacun organise sa propre vie communale chez soi et toute cette population n'excède pas 100 000 âmes. Mais l'explosion industrielle des 30 Glorieuses pousse les agriculteurs hors de leurs fermes pour rejoindre les grandes villes laborieuses. La proportion entre monde rural et monde urbain s'inverse. La population double tous les 20 ans. En 1968, elle atteint 200 000 habitants. Les Jeux Olympiques, l'expansion des pôles scientifiques et universitaires continuent d'attirer du monde. Et pour accueillir tous les nouveaux résidents, les communes de la cuvette grenobloise élargissent leur périmètre urbanisé jusqu'à ce que, fatalement, elles en viennent à se toucher et à se confondre pour ne former qu'un immense territoire habité et animé par près de 400 000 habitants. Dès lors, la solidarité intercommunale devient plus qu'un choix, une nécessité. On imagine mal, en effet, un réseau de transport en commun où les usagers seraient contraints de changer d'autobus à chaque commune traversée. Il faut donc mutualiser les services. Ici, dès 1965, 25 communes s'unissent pour développer les équipements et services dont la vocation multicommunale semble une évidence. Transport en commun, puis réseau d'assainissement, collecte et traitement des déchets, le processus est lancé. Il ne s'arrêtera plus. Aujourd'hui, 50 ans ont passé, et avec l'intégration des communes du sud grenoblois et des balcons sud de Chartreuse, ce sont 49 communes qui composent le territoire de la métro. On peut bien sûr s'interroger sur les causes d'une telle croissance territoriale. Elle est tout d'abord imposée par la loi. Depuis 1999,
lois et directives incitent les agglomérations les plus développées à accueillir d'autres communes ou communautés moins favorisées pour leur faire profiter de services ou d'équipements auxquels leurs moyens plus modestes ne pourraient leur donner accès. Mais la principale raison de cette croissance réside dans la réalité de la vie des habitants du territoire. Prenons l'exemple d'une famille résidant au sud de l'agglomération. 1 ou 2 lieux de travail dans l'enceinte grenobloise, l'école, la fac, les sports et loisirs disséminés un peu partout sur le territoire. Les familles métropolitaines d'aujourd'hui rayonnent sur un territoire beaucoup plus vaste qu'il y a ne serait-ce que 50 ans, quand on pouvait tout trouver sur place. Et les services publics se doivent de suivre et même de précéder ces nouveaux métropolitains partout où s'organise leur vie. Il existe aujourd'hui plusieurs niveaux, plusieurs tailles d'intercommunalité. Les communautés de communes, ce qu'était la métro en 1993, les communautés d'agglomération, ce qui est devenu la métro en l'an 2000, les communautés urbaines et les métropoles, ce que la métro se prépare à devenir. Généralement, en changeant d'échelle, les communautés élargissent leur périmètre d'intervention et augmentent du même coup le nombre ou la qualité de leurs compétences. Pour un individu, la compétence désigne sa capacité personnelle à réaliser une tâche ou une action. Pour une collectivité, les compétences désignent les domaines d'action qui lui sont attribués dans l'exercice de son autorité. La liste de ces compétences se construit et se précise avec le temps et l'expérience du terrain, en suivant les évolutions de la société et les besoins des populations. C'est ainsi que des services très techniques comme la gestion des déplacements ou le traitement des déchets sont bientôt complétés par des services économiques ou sociaux comme le soutien à la création et au développement d'entreprises, les aides au logement, la protection de l'environnement, l'aide à l'agriculture, la politique de la ville qui combat les inégalités sociales entre les quartiers. Difficile aujourd'hui de faire l'inventaire exhaustif des missions et des actions de la métro, tant au niveau de ses compétences directes qu'à celui de sa contribution financière à des actions collectives. Le plus simple serait peut-être de suivre la journée d'un métropolitain à travers son territoire en pointant les moments où, consciemment ou non, il croise les interventions de la métro. Ce rapide aperçu résume les principaux domaines d'action de la métro aujourd'hui. Mais le processus n'a pas fini d'évoluer puisque l'État vient de décider de donner à la métro le statut de métropole, parmi 13 autres grandes agglomérations françaises. De nouvelles compétences comme le tourisme, la gestion de l'eau, l'élaboration de plans locaux d'urbanisme seront mises en œuvre pour donner une suite harmonieuse à cette belle histoire de territoire.